BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mail, vous le savez, toujours deux parties. La première, on débriefe l'actu avec nos experts, nos journalistes. Et puis la deuxième, on rentre un petit peu plus dans des sujets qui, je l'espère, sont passionnants. En tout cas, moi, je le trouve passionnant. Et aujourd'hui, on va évoquer les processeurs. Les processeurs qu'on utilise depuis des dizaines d'années, mais on sent qu'aujourd'hui, avec tous ces objets, connectés ou pas, il faut de la technologie, il faut du calcul partout. Et donc, il y a une accélération, en fait, de la demande de ces processeurs. C'est un sujet capital qui prend aujourd'hui des dimensions politiques, géopolitiques impressionnantes, et on va en parler avec l'un des dignes représentants de ce sujet. Il s'agit d'Intel et je suis très heureux d'accueillir Stéphane Nègre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Intel France. Oui. Intel, voilà, que tous les geeks connaissent depuis de très nombreuses années. Vous êtes dans les ordinateurs, vous êtes dans plein d'appareils qui nous accompagnent au quotidien. Peut-être pas autant dans les mobiles que vous auriez souhaité l'être il y a quelques années, mais bon, voilà, il n'y a pas que des réussites dans la vie. Mais malgré tout, vous êtes un acteur important. Comment vous présenteriez-vous Intel à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent aujourd'hui, Stéphane ? Intel, c'est la société qui a rendu possible le monde numérique qui nous entoure. On a développé il y a à peu près 50 ans le premier microprocesseur, 4004, en 1971, qui a permis tout le monde numérique qui nous entoure. Et on se rend compte, ou on s'est rendu compte à nouveau récemment, que le semi-conducteur, donc les composants électroniques, sont véritablement la matière première du monde numérique qui nous entoure. Donc Intel est un des leaders, ou peut-être le leader, de cette matière première, c'est-à-dire les composants électroniques et savoir fabriquer du semi-conducteur. Vous êtes d'accord ? Industriel. Vous êtes d'accord avec moi sur cette accélération ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, alors il y a eu le Covid qui a chamboulé pas mal de choses, mais aujourd'hui on se rend compte de la valeur et de la puissance en fait de cette industrie, alors qu'avant ça passait un peu... alors évidemment les professionnels le savaient, mais peut-être pas le grand public, là il y a une espèce de prise de conscience. Alors, on s'en rend compte au quotidien, et la période Covid, la période de pandémie a montré encore plus nos dépendances pour continuer nos activités, que ce soit des activités d'éducation, de regarder des films, enfin de se divertir, de travailler, les dépendances vis-à-vis des technologies. Et donc il y a eu une forte augmentation de la demande de technologie, de services de technologie, mais aussi de produits technologiques dans cette période-là. Et on reste sur une dynamique de forte augmentation de la demande. Donc les gens se rendent compte non seulement de l'attrait du monde numérique, mais aussi de faire en sorte que quand il y a des difficultés dans notre environnement, le monde numérique nous permet de nous adapter. Nous, en tant que société, en tant que personne, en tant que société, en tant que groupe, nous adapter bien mieux que sans la partie numérique. Alors, il y a pas tant d'acteurs que ça finalement de ce que vous faites. Alors il y a TSMC, il y a aussi Samsung qui est dans ce domaine, il y a Micron aussi qu'on connaît peut-être un peu moins, qui vient d'annoncer d'ailleurs des investissements impressionnants, 150 milliards. Eux, c'est plutôt la mémoire en quelque sorte, mais c'est aussi, on va dire, la chair à canon de la tech, la mémoire, il en faut partout. Aujourd'hui, il y a énormément de sujets qu'on va évoquer, mais j'aimerais peut-être qu'on commence par la compétition qui évolue et les acteurs qui évoluent. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas Lelouch et Raphaël Grabli. C'est la concurrence de certaines architectures, comme par exemple Apple, qui est en train de dérouler en fait dans son coin ses puces qui, pour la plupart, sont moins énergivores que les vôtres, plus puissantes, plus fines et on se dit, tiens, voilà, finalement, Intel, qui avait, on va dire, une espèce de légitimité dans ce domaine-là, commence à être concurrencé de toutes parts, avec parfois des réussites impressionnantes du côté de chez Apple. Est-ce que ça vous fait un peu peur, cette volonté d'Apple de dérouler sa stratégie maison de puces ? Alors qu'avant, il faisait appel à vous. Pour reprendre votre question initiale, Intel a deux métiers principaux. Un premier métier qui est de fabriquer du semi-conducteur, un deuxième métier qui est de développer des composants électroniques. Sur les deux métiers, on revendique un leadership technologique existant,
passé, mais surtout futur. Et on a une stratégie pour que ce soit sur la partie fabrication sur semi-conducteurs, d'être leader sur le marché des finesses de gravure, du nombre de transistors qu'on peut mettre sur une puce, parce que c'est pas uniquement la finesse, mais c'est la densité. Oui, c'est l'intégration de tout ça, bien sûr. La consommation, la performance par watt, la performance par consommation, ce sont des critères qui sont extrêmement importants. Et ce sont les critères de leadership du semi-conducteur quand on le fabrique. Et donc, on a ce leadership-là. En termes de produits, on continue nos avancées. Alors, avec l'aide de notre outil manufacturing, donc de fabrication, on continue à développer des produits extrêmement performants et qui se veulent leaders sur le marché. C'est le cas des processeurs, puisque vous parlez des processeurs pour le monde du PC général, toute architecture confondue. On lance très très prochainement notre 12e génération de processeurs Core, Alder Lake. Elle a une caractéristique très spécifique et unique sur le marché, de proposer des cœurs, c'est toujours des architectures multicœurs, maintenant on a l'habitude, mais des cœurs qui sont hybrides, c'est-à-dire certains cœurs du processeur sont très optimisés pour la performance et vont donner le meilleur de la performance, d'autres cœurs sont très optimisés pour l'efficacité, et il y a un travail en amont, notamment avec les partenaires d'operating system, de pouvoir assurer que chaque application tirera profit au mieux de... Oui, chaque application prendra tel processeur à un tel moment ou un autre à tel moment, etc. Et donc sera à l'optimum de cette performance. Tout ça dans un environnement où il y a des centaines de milliers ou des millions d'applicatifs, d'applications, que ce soit pour la création, pour travailler, mais aussi dans le jeu, qui ont besoin d'une certaine standardisation. Donc on offre une standardisation avec le meilleur de la technologie en mode hybride, c'est-à-dire que ce soit performance pure ou efficacité dans un même produit. Apple, vous ne m'avez pas répondu. Le fait que Apple commence, petit à petit, ne se sert plus de vos processeurs sur ses ordinateurs, donc c'est un client en moins, mine de rien. Et puis, malgré tout, ce qu'ils font, ils le font bien. Aujourd'hui, je crois que même c'est votre patron qui a félicité Apple avec l'intégration de leur nouvelle puce M1. Est-ce que c'est quand même une onde de choc chez vous de voir que un client aussi important puisse se séparer de vos technologies ? Alors perdre un client ou ne plus avoir un client, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important, et on continue d'évoluer, de faire évoluer nos technologies, de s'ouvrir à un monde plus ouvert. On ne fabriquait entre guillemets que des processeurs de type architecture Intel ou x86. Notre président a annoncé qu'on allait s'ouvrir pour fabriquer des composants ou des processeurs à architecture ARM, architecture RISC-V dans un futur un petit peu plus lointain, et que ce soit sur nos métiers, soit de fabriquer des processeurs, soit de fabriquer des composants électroniques pour d'autres partenaires. On fait tous les efforts possibles pour que peut-être un jour pouvoir à nouveau attirer ou avoir l'intérêt d'Apple, mais avec d'autres clients aussi en termes de manufacturing, donc fabricants. On a annoncé récemment que AWS, donc Amazon, allait utiliser les capacités de manufacturing d'Intel avec la technologie de boîtier très avancée, Qualcomm, la technologie d'Intel avec les finesses de gravure les plus avancées sur le marché. Donc on progresse et nos technologies nous permettent toujours d'augmenter le nombre de clients que nous visons et qui nous font confiance. On voit que donc il y a cette pénurie de semi-conducteurs qui frappe des industries entières, l'automobile. Il y a il y aura des produits high-tech qui ne seront pas sous le sapin cette année parce qu'il y a des pénuries de semi-conducteurs. De quelle manière vous êtes impacté par cette pénurie ? Ça se ressent ? On est impacté parce que le monde du numérique est impacté. La période de pandémie que l'on a vécue a créé une demande extrêmement forte au niveau d'outils, de services technologiques, de la consommation du monde numérique. À un même moment, il y a eu des déstabilisations ici et là de la chaîne logistique. Et on s'est rendu compte que la plupart du semi-conducteur venait de l'Asie, et c'est devenu extrêmement stratégique, y compris politiquement stratégique, de s'assurer que... Rappelons que vous êtes un acteur américain, hein. C'est assez important. On est un acteur américain, mais on a annoncé très, très fortement notre volonté de contribuer à l'effort européen, de pouvoir être moins dépendant que l'Europe aujourd'hui sur le semi-conducteur. Je vous ai dit que le semi-conducteur, c'était comme une matière première pour le monde du numérique, et chaque zone géographique
se doit une certaine indépendance, comme elle travaille une certaine indépendance énergétique, elle se doit de travailler une certaine indépendance sur le semi-conducteur. Et on est complètement au cœur de ces discussions, avec notre stratégie de vouloir nous implanter plus que l'on a été en tant que fabricant sur les zones aux États-Unis, mais aussi en Europe. Mais est-ce que toutes vos usines aujourd'hui tournent à plein régime, ou est-ce que parfois vous êtes obligé d'arrêter des lignes de production parce qu'il vous manque des puces, il vous manque des composants Alors nous, on fabrique des puces, donc on est moins dépendant de puces. Et toutes nos usines travaillent en permanence, 24 heures sur 24, au maximum des capacités. Par contre, nos clients, nos partenaires, qui utilisent différentes puces, qui assemblent en quelque sorte, pour fabriquer un PC, pour fabriquer un serveur, pour fabriquer une voiture un peu intelligente, il faut de multiples puces. Et donc, c'est important de se rendre compte que dans le semi-conducteur, il y a des pénuries ici et là. Et même si vous avez un processeur disponible, mais qu'il manque une autre puce pour fabriquer un PC, le PC ne sort pas, ou la voiture ne sort pas. Ça, c'est extrêmement critique. Donc nous-mêmes, notre métier, on n'est pas impacté. Mais vous l'êtes par la force des choses, parce que vous êtes un des membres de la chaîne, en fait. Exactement. Vous avez évoqué le monde automobile. C'est un monde auquel vous croyez énormément. Intel va énormément investir, et investit déjà, d'ailleurs je le sais, dans le monde de l'automobile, parce qu'aujourd'hui, une auto, c'est un ordi, en fait. Et de plus en plus, une voiture, ça va être un ordinateur, voire même un serveur. Aujourd'hui, sur un véhicule haut de gamme, le coût semi-conducteur, c'est à peu près 4% du coût de la voiture. C'est prévu pour monter à 20% d'ici 2030. 20%. Donc les technologies embarquées seront énormes. Le monde de l'automobile est en transformation complète. On passe de l'automobile thermique à l'automobile électrique, on passe de l'automobile non intelligente à la voiture complètement connectée, complètement intelligente, certaines autonomes, mais en tout état de cause très intelligente, très connectée. C'est les demandes que l'on voit, et ça accroît énormément les besoins semi-conducteurs pour le monde de l'automobile. Il y a une guerre de concurrence, parce qu'il y a Nvidia qui est sur le coup, il y a Qualcomm aussi qui veut sa part du gâteau dans le monde de l'automobile, et vous êtes aussi positionné là-dessus. Alors on est leader incontesté dans le domaine des véhicules autonomes, avec notre division qui s'appelle Mobileye, qui équipe à peu près 80% des voitures qui ont des niveaux d'assistance à la conduite. Qui était une entreprise israélienne que vous avez rachetée il y a quelques années, je crois. C'est une division d'Intel dont le siège est en Israël, qu'on a racheté il y a quelques années, qui est en très forte croissance, avec laquelle on a des partenariats, notamment en Europe. Alors à Munich, au mois de septembre, on a annoncé un partenariat avec Sixt, qui est une société de location de voitures, pour faire des robotaxis qui vont circuler à Munich à partir de l'année prochaine. En France, on a un partenariat avec Transdev qui fait plutôt des navettes autonomes, mais avec qui aussi on va faire des tests à grande échelle en autonomie pour permettre de transporter soit des navettes très optimisées ou des robotaxis. Donc ça arrive, c'est en 2022, c'est en Allemagne, c'est en France, donc ça va commencer à être une réalité et les gens vont se rendre compte de cette réalité. D'où la nécessité pour vous d'investir énormément. On parle de 80 milliards d'euros, donc 100 milliards de dollars en Europe, pour implanter, on va dire l'une des têtes d'Intel. On ne sait pas encore où, puisque vous êtes en train de prendre la décision. C'est pour reprendre, en fait, justement, parce que vous allez avoir besoin, évidemment, de toute cette force pour créer des puces pour les voitures, entre autres. C'est ça ? Alors, une usine de semi-conducteurs, c'est critique, et on s'en rend compte. Et nos hommes politiques se rendent compte aussi des dépendances qu'il peut y avoir. Donc, il est important d'avoir une certaine autonomie, une certaine souveraineté et de relocaliser sur la fabrication du semi-conducteur. On relocalise ou on développe des capacités supplémentaires, parce qu'on est vraiment dans l'augmentation de capacités aux États-Unis et en Europe. C'est extrêmement important qu'on soit en Europe. L'Europe a communiqué qu'elle voulait redevenir un acteur important du semi-conducteur en termes de fabrication. On n'est même pas majeur, on est mineur dans ce domaine. L'Europe est à peu près au maximum à 10% de la fabrication semi-conducteur mondiale. L'Europe représentait 44% du semi-conducteur mondial en 1990.
C'est terrible. 4%, on est passé à 10%. Donc la volonté est repasser d'ici 2030 à 20% du semi-conducteur mondial. Ce sont des investissements qui sont importants en termes de manufacturing. Cela dit, d'avoir des usines de semi-conducteurs, ça permet aussi de dynamiser un écosystème, d'amener de la compétitivité à nombre d'entreprises. On a parlé de l'automobile, on peut parler du monde de la recherche. C'est les grands calculateurs scientifiques, c'est la matière première dont nos chercheurs ont besoin, c'est la puissance de calcul dont ils ont besoin pour être compétitifs. Donc avoir du semi-conducteur, un écosystème autour, c'est aussi en grande partie un accroissement de la compétitivité technologique, économique d'une zone géographique. Et donc, il est important que ces investissements arrivent en Europe. Voilà. Donc là, d'ici la fin de l'année, on connaîtra l'heureux pays élu qui accueillera donc votre usine. La France est dans la discussion, en fait, dans la réflexion avec d'autres pays. La France est complètement dans la discussion. La France propose des sites où on observe des sites. La France est complètement dans la discussion, comme d'autres pays européens, bien sûr. On a nos arguments en tant que Français, d'autres ont leurs propres arguments, mais je reste confiant que nos arguments puissent faire mouche, auront un impact et nous permettront d'être bien positionnés, le mieux positionnés possible. La décision sera prise en fin d'année. Décision fin d'année. Et cette usine, vous reverrez quand après, à partir du moment où le site a été choisi? Il faut 2 à 3 ans de fabrication. Donc c'est une décision fin de l'année pour une mise en production 2024-2025, effectivement. Merci beaucoup Stéphane Nègre pour toutes ces précisions. Voilà un univers passionnant des processeurs, votre métier de fondeur, etc. On pourra en parler pendant encore beaucoup de temps. Merci. Merci à vous. Président d'Intel France, et c'est avec Stéphane Nègre que se termine De quoi je me mêle. Merci de nous avoir suivis, à la fois sur 01 TV puis sur BFM Business le week-end. On sera là bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.